J'ai beaucoup parlé des rapports de l'éthique et de la méthode, disant que l'une, c'est l'autre. C'est évidemment aussi articulé avec la question du surmoi. Le surmoi, c'est cette instance, vous savez, qui critique le moi. C'est Jimmy le Cricket dans les histoires de Walt Disney, vous savez, ce petit personnage qui a la conscience morale de Pinocchio. La conscience morale, c'est ce qui a amené des tas de gens à donc me censurer, m'empêcher de travailler, me virer, parce que je n'étais pas dans les canons de leur morale à eux. Hein. Type, on ne laisse pas sortir les enfants du bureau, type, c'est-à-dire on leur impose la psychanalyse, et tant d'autres choses dont j'ai déjà parlé. Le surmoi, selon Freud, c'est le rejeton du complexe d'Oedipe. Car il pense que le complexe d'Oedipe, à un moment, disparaît, se dissout, c'est son mot. Hein. La dissolution du complexe d'Oedipe, c'est le titre de l'article qu'il a écrit à ce propos. Et disparaissant, il laisse le surmoi. C'est comme si l'autorité des parents, vous savez, viens ici, mets-toi là, fais pas ci, fais pas ça, c'était plus les parents, c'est soi-même. On s'impose à soi-même les canons de la morale. Bon, ça commence par ne pas faire pipi partout, manger proprement, etc. Et ensuite, on reprend les canons de morale de la société, y compris des sociétés de psychanalyse, lorsqu'on en fait partie. Eh bien, ce que j'ai été obligé de constater dans mon parcours de ma propre analyse, c'est que le complexe d'Oedipe ne se dissout jamais. Il se dissout jamais pour deux raisons. La première, c'est que je constate qu'il ne se dissout jamais. Il est toujours là. Dans les rêves, il revient sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt. Notamment sous cette forme de la scène primitive dont je vous ai parlé, à savoir prendre part à la conception même de moi-même à la place du Père. C'est-à-dire niquer la mère à la place du Père pour me concevoir. Hein. Telle est la forme la plus archaïque et la plus tenace du complexe d'Oedipe. Eh bien, ça ne se dissout pas. C'est la première raison. La seconde raison, c'est que quand on devient adulte, eh bien, on devient aussi parent. Et on a tendance à ne voir le complexe d'Oedipe que du côté de l'enfant. L'enfant qui aime sa maman et qui pour ça veut tuer son papa. Mais c'est que après on devient papa ou maman et on se retrouve encore dans le complexe d'Oedipe. Hein. C'est-à-dire que dans ce ménage à trois, même s'il y a plus d'enfants, c'est toujours la même chose, le problème de la jalousie amoureuse, la jalousie du désir, qui fonctionne. C'est-à-dire que le père a tout autant envie de supprimer son fils pour pouvoir continuer à niquer la mère, ou niquer la fille, et pour cela tuer la mère. Hein. Ce sont les choses que j'ai constatées chez moi-même, et ensuite chez l'ensemble de mes analysants. Hein. Le complexe d'Oedipe ne meurt pas parce qu'on devient le parent qui a sa place dans le complexe d'Oedipe. Hein. Je vous ai déjà suffisamment raconté de rêves à ce propos. Il y en a un qui me revient en mémoire et qui est particulièrement parlant. C'est que je pars en voyage avec ma fille. Voilà, avec ma fille déjà, tout est dit. Hein, et j'arrive dans un endroit où il y a une fête, c'est magnifique, il y a un château, il y a des musiciens, des habits colorés. C'est très beau. Autrement dit, je fais la fête avec ma fille. Hein. Et puis je remonte ensuite vers une colline sur laquelle on a posé un cuirassé. Un cuirassé, bateau formidable de la marine française, un bateau de guerre donc. Qu'est-ce qu'il fait sur une colline? Il se trouve que pour arriver à cette colline, je longe le rivage, la mer se trouve là, là où elle n'a pas censé être, et qu'il y a des bateaux qui sont ancrés pas loin du rivage, mais en même temps c'est une plage. Et ma fille, enfant, est en train de jouer là au bord de la plage. Et à ce moment-là, arrivent des agents de sécurité, notamment une femme avec un gilet marqué sécurité, blabla, qui dit,
je l'entends dans le rêve parce que je suis un petit peu décalé, qui dit mais si c'est pas malheureux de laisser des enfants à cet endroit, c'est extrêmement dangereux. Il risque de se faire écraser par les bateaux qui sont ancrés là et qui risqueraient de se rapprocher et d'écraser l'enfant contre le quai ou contre la plage. Alors c'est étonnant parce qu'il n'y a pas de quai, c'est une plage et c'est impossible parce que les bateaux sont ancrés trop loin et puis en plus c'est une plage donc les bateaux seraient largement empêchés d'arriver jusqu'à l'enfant. Donc cette critique des agents de sécurité ne peut pas avoir lieu, mais en même temps, dans ma tête, je calcule tout ça. C'est-à-dire, je me dis, est-ce qu'ils n'auraient pas raison? Est-ce que c'est pas criminel de laisser ma fille jouer à cet endroit toute seule? Bon, et je poursuis finalement mon chemin vers ce cuirassé. Alors, ce cuirassé dans lequel il faut lire le phallus. Ça me rappelle que quand j'étais petit, j'ai visité le cuirassé français qui s'appelait le Richelieu, hein, qui, à part les porte-avions, était le plus énorme bâtiment de la marine de guerre française. Richelieu, il faut se rappeler que je m'appelle Richard. Et c'est un instrument de puissance. Hein. Donc c'est le phallus. D'autant qu'il est très long et qui repose comme ça, un équilibre sur le sommet de la colline. Pourtant, j'ai pas du tout l'angoisse qu'il tombe. Non, non, c'est un cuirassé très fort, c'est le phallus. Et les autres bateaux, effectivement, qui sont ancrés au large de ma fille, pourraient être le phallus tel qu'il pourrait s'attaquer à ma fille. Désir pour elle, complexe d'Oedipe, en tant que je suis devenu parent, en tant que la mère, entendre la mère, en effet, pour laquelle j'avais du désir, et donc l'envie de tuer mon père, s'est transformée en support pour mon désir rapport à ma fille. Support des bateaux, support du phallus pour ma fille petite, que j'ai en fait amenée très souvent au bord d'une plage, là où mes parents avaient un appartement, et où je n'allais que pour elle, parce que moi la plage, pas trop mon truc, mais elle adorait ça comme tous les enfants, donc je faisais ça pour elle, et il n'y a jamais eu bien entendu le moindre passage à l'acte, mais ça n'empêche pas le désir, hein, bien au contraire. Donc le complexe d'Oedipe est là, il ne disparaît pas. Et le surmoi est là aussi, on l'entend dans mon rêve, il est personnifié par ces agents de sécurité qui viennent me rappeler à l'ordre en quelque sorte, même s'il n'y a pas besoin de me rappeler à l'ordre, parce que moi-même j'ai ancré les bateaux suffisamment loin pour qu'il n'y ait pas de risque d'écraser ma fille. Donc il y a une double représentation du surmoi. Un surmoi en acte, les bateaux sont ancrés suffisamment loin, et un surmoi qui parle, qui est personnifié par ces agents de sécurité. On peut voir ces agents de sécurité, je les ai vus moi-même combien de fois sous la forme de soldats, de flics, d'inspecteurs, enfin bon, tout ce qu'on voudra, tout ce qui peut représenter la conscience morale qui empêche la réalisation du complexe d'Oedipe. Ce qui est fort bien, comme ça marche très bien. Et il n'y a pas besoin de vouloir se protéger derrière des non, non, je désire pas ma mère, non, non, je désire pas mon père, non, non, je désire pas mon fils ou ma fille. Hein, ça existe. C'est ce qui d'ailleurs nourrit, je pense, la haine des gens qui sont contre la psychanalyse, parce que quelque part, ça doit les titiller quelque part, hein, la psychanalyse, parce que ça parle de ça qui est chez tout le monde. Hein. Donc que tout le monde ne veuille pas y voir, ben après tout c'est le droit de chacun, et mon droit à moi c'est d'en parler, et de permettre aux gens qui en souffrent d'en parler aussi, et donc de se dégager, non pas du complexe d'Oedipe et de ce désir, mais de la souffrance qu'il y a avec, souffrance qui vient aussi beaucoup du refoulement nécessaire, dont beaucoup de psychanalystes insistent un peu beaucoup trop là-dessus, que ce refoulement soit nécessaire. Il est nécessaire pour la vie en société, mais il n'est pas nécessaire pour un sujet de se confondre en symptômes, en douleur, en difficulté, pour ne pas voir
que ce désir est présent chez lui. Voilà, donc je voulais en glisser de là à cette autre personnification du surmoi qui est le surmoi théorique, c'est-à-dire l'impératif que la théorie représente pour la pratique. Impératif tel qui, chez Lacan et chez les lacaniens, a fait en sorte qu'on ne parle plus du tout de la pratique et surtout plus du tout de soi. Encore certains arrivent-ils à parler de la pratique en parlant des autres, comme Freud avait pu le faire dans les cinq psychanalyses. Mais parler de soi, c'est devenu strictement prohibé. Je me rappelle Rodatong, dans un des derniers colloques où j'ai participé à Chengdu, en Chine, alors que j'essayais de parler de moi, justement, publiquement, dans ce colloque en Chine, Rodatong se précipitant vers moi, les mains levées comme ça, disant « Non, 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 ici on ne parle pas de soi, c'est réservé au cabinet de l'analyste. » Voilà. C'est-à-dire que comme c'est réservé au cabinet de l'analyste, ça ne sert jamais à nourrir les recherches théoriques. Ou alors les gens vous disent, comme Lacan, tout ce que je vous dis, je le tire de ma clinique. Ah oui, mais comment? Si on ne nous dit pas comment, il n'y a pas de débat possible. Si un scientifique disait voilà mes résultats, je ne vous dis pas comment je les ai obtenus. Aucun autre scientifique ne peut donc chercher à vérifier ces résultats. Il n'en a pas les moyens, on ne lui en donne pas les moyens. C'est remplacer le débat par de la croyance, ou remplacer l'esprit scientifique par de la religion. C'est ce qui se passe dans l'essentiel des écoles psychanalytiques, où justement, il n'est pas possible de refaire cette expérience de Freud, d'analyser ses propres rêves, qui est la rupture épistémologique qu'il a faite en inventant la psychanalyse. Et donc, cet esprit de théorie se retrouve particulièrement mis en acte par la question des diagnostics, qui est celle à laquelle je voudrais arriver aujourd'hui après ce long préambule. Parce que cette question du diagnostic participe de cette question du surmoi comme rejeton du complexe d'Oedipe. Pourquoi? Parce qu'avec le diagnostic, on met à distance. On met à distance l'autre, on met à distance le désir, on met à distance tout ce qui est de l'ordre de l'inconscient. On croit récupérer une maîtrise sur son désir pour l'autre en faisant de l'autre l'objet d'une investigation. Que ce soit l'objet d'une investigation psychanalytique, comme l'a fait Freud dans les cinq psychanalyses, à l'opposition de la Traumdeutung, dans laquelle il fait l'investigation de lui-même comme sujet, c'est là qu'est la différence. Le diagnostic, c'est prendre l'autre en objet et s'éviter de s'interroger comme sujet. Bien sûr, beaucoup de psychanalystes vous diront, comme Rodatong m'empêchant de parler de moi-même, mais ça c'est fait dans le cabinet de l'analyste, ça c'est fait, donc on n'a plus à le faire. Et donc maintenant on va s'occuper des autres, c'est-à-dire on va commencer par les considérer comme des objets qu'on range dans des boîtes. La boîte névrose, la boîte psychose, la boîte perversion, qui sont les grandes classifications qui sont retenues par la plupart des psychanalystes. Il y a un livre qui a été publié aux presses universitaires de France qui s'appelle justement Psychose, névrose et perversion. Tout le monde reprend ça. Il faut savoir cependant que ce n'est pas un titre de Freud. C'est le titre que l'éditeur a donné à une série d'articles de Freud. Et lorsqu'on lit bien Freud, on s'aperçoit que même, bien qu'il soit médecin, bien qu'il connaisse les diagnostics de son époque, il les connaît très bien, eh bien ce n'est pas sa préoccupation, les diagnostics. Même dans les cinq psychanalyses que je critique
parce qu'il parle des autres au lieu de parler de lui. Mais peut-être fallait-il bien parler des autres à cette époque pour faire entendre que la psychanalyse ne concernait pas seulement le sujet Freud. Dans les cinq psychanalyses, si on les lit bien, on s'aperçoit que lorsqu'il présente l'homme loup comme un obsessionnel, on s'aperçoit que dans le courant du texte, il nous parle des symptômes hystériques de l'homme loup. Il nous parle de l'hallucination de l'homme loup, qui est un symptôme psychotique. C'est ce qui a fait qu'il a coulé des fleuves d'encre. Il est sorti des quantités innombrables d'ouvrages pour discuter du diagnostic de l'homme loup. En fait, ne serait-il pas un psychotique? Et il y a des livres extrêmement épais et documentés qui sont sortis pour vous démontrer que non, l'homme loup n'était pas un psychotique, mais un obsessionnel. Mais on s'en fout. En tout cas, moi, je m'en fous. C'est pas ça le problème. Et en effet, c'est pas ça le problème qui intéresse Freud dans l'analyse de l'homme loup. Même si là, il s'intéresse à quelqu'un d'autre qu'à lui-même, il s'intéresse à l'origine de l'homme loup. Je vous en ai déjà parlé. C'est cette fameuse question de la scène primitive qui est fondamentale pour la psychanalyse, c'est-à-dire là où l'homme loup se fait une conception de lui-même comme sujet. Le problème, c'est que Freud a un peu forcé la conception en question et a un peu injecté de ses propres projections dans cette conception. Mais l'idée est quand même là. L'idée, c'est que le problème n'est pas la psychose ou la névrose, ou l'obsession ou l'hystérie, c'est le sujet comme tel. Le sujet dans son rapport à un autre sujet. Ça, le rapport entre les deux, c'est la question du transfert, et j'en parlerai une autre fois. Lorsqu'on lit l'Homora, c'est pareil. Freud nous parle des symptômes hystériques de l'Homora. Il nous parle aussi de son côté psychotique. Quand il parle du président Schreiber, qu'il présente comme un paranoïaque, très bien, c'est un psychotique. Mais il nous parle aussi de ses symptômes hystériques en grand nombre et de ses obsessions en grand nombre aussi. Donc, vous voyez que Freud n'hésite pas, il passe d'une catégorie à l'autre, hop, c'est souple. Il emploie ces mots-là parce qu'effectivement, ça fait partie du vocabulaire psychiatrique et il baigne encore dans ce vocabulaire. Le problème, c'est que de nos jours, on y baigne d'autant plus. Et on vous apprend dans les écoles qu'il faut faire des entretiens préliminaires avant toute psychanalyse pour, comme ils disent, savoir à qui on a affaire. Savoir à qui on a affaire, alors c'est ça le paradoxe qui me fait drôlement rigoler, si ça ne me faisait pas pleurer, c'est que savoir à qui on a affaire, ça veut dire trouver de quelle structure appartient la personne. Est-ce que c'est un névrosé, un psychotique ou un pervers? Et la raison qui en est donnée, mais explicitement dans beaucoup d'écoles, c'est que repérer les psychotiques pour les envoyer tout de suite au psychiatre. Vous ne pouvez pas vous en occuper. Et on ajoute en bas de page, c'est trop dangereux. Je m'élève avec force contre cette attitude. Parce que c'est vraiment traiter l'autre en objet, même s'il est névrosé et qu'on finit par l'accepter, on l'a quand même rangé dans une catégorie, et après, en névrosé, c'est hystérique, obsessionnel. Et c'est quand même instaurer une grille de compréhension entre soi et l'autre. C'est refuser de se laisser affecter pour se fabriquer une illusoire maîtrise parce qu'on a le sentiment qu'on connaît la structure. Or, pour moi, la structure, il n'y en a qu'une, c'est celle de l'humain. Et elle tient en deux mots, Oedipe et castration. Les autres modalités, on peut passer de l'une à l'autre et ça n'a aucune importance. J'ai donc rayé de mon vocabulaire névrose, psychose, perversion, hystérie, obsession. Je poursuis dans la veine de Freud qui a été celle de la Traumdeutung, qui est le sujet s'analyse lui-même et quand il est en relation avec un autre en tant qu'analyste, eh bien il continue de s'analyser lui-même, c'est ce que je fais, en tant que sujet.
dans le rapport à cet autre particulier. Je pourrais prendre l'hypothèse que peut-être les structures existent, mais de toute façon, ça ne regarde pas la psychanalyse. Peut-être les diagnostics existent, peut-être ne sont-ils pas encore assez affinés, peut-être la science va-t-elle progresser et va-t-elle arriver, comme la médecine, à donner des diagnostics extrêmement précis. En médecine, les diagnostics sont absolument nécessaires, et c'est là où la médecine n'est absolument pas la psychanalyse. C'est qu'effectivement, en médecine, les diagnostics sont nécessaires, et il faut faire le maximum pour les rendre plus rapides, plus accessibles et plus justes. En psychanalyse, on n'en a rien à foutre. Diagnostic signifie en grec dia, à travers, gnostic, le savoir, à travers le savoir. La seule chose que sait le psychanalyste, la seule chose que je sais, c'est que je ne sais pas. Vis-à-vis de telle ou telle personne, je ne sais pas. Je ne connais pas son histoire, chaque histoire est particulière. Et ce n'est pas parce que je pense que le complexe d'Oedipe et la castration sont la structure que je vais vouloir ramener toute personne à ça. Non, j'écoute, c'est tout. Je fais l'attention flottante, telle que Freud la prenait. C'est-à-dire, je laisse aller mon attention et je suis curieux, je peux interroger, je peux demander des précisions, mais pas pour ramener à un diagnostic. Là, je repense à tel psychiatre que j'entendais à travers les cloisons quand j'étais dans mon premier poste en Moselle et qui gueulait après on entendait à travers les murs, qui gueulait après un malade en lui disant « Alors, vous les entendez ces voix, oui ou non ?» Voilà, pour lui, critère de la psychose, entendre des voix. Mais justement, Jimmy Criquet, la conscience morale, c'est une petite voix qui nous parle. Ça parle à tout le monde. Tout le monde est là-dedans. Tout le monde est dissocié. Et on entend parler en psychiatrie de diagnostic de dissociation, mais tout le monde est dissocié. Alors évidemment, en psychanalyse, on appelle ça le clivage. C'est un des derniers textes de Freud, le clivage du sujet. C'est un des derniers textes de Freud, et il a bien pris conscience, dans sa deuxième topique, que le sujet, c'est pas le sujet en bloc, c'est le moi, le ça et le surmoi. C'est trois entités qui se bagarrent plus ou moins. Et donc, chez certains, cette bagarre est plus forte que chez d'autres. Et puis, chez la même personne, il peut y avoir des moments où cette bagarre est très forte et d'autres moments où elle ne l'est pas du tout. Donc c'est ça qui importe. Ce n'est pas de classer le sujet comme un objet dans une boîte à chaussures, psychose parce qu'il entend des voix, la voix de la conscience morale, ou la voix du ça, parce que les voix chez les gens dits psychotiques, elles peuvent être la voix effectivement de toutes les choses rejetées, c'est-à-dire aussi bien le désir de, comme moi mon désir de faire approcher les bateaux de la plage, que le désir de ne pas et faire intervenir un conseil de sécurité. Une des premières personnes que j'ai entendues dans mon premier poste à l'hôpital de Lorquin, en Moselle, c'était un type qui me disait qu'il entendait des voix et que les voix lui disaient « Va, cours, va tuer ton père, va coucher avec ta mère ». Ce type-là était d'origine algérienne, il n'avait jamais entendu parler de Freud ni du complexe d'Oedipe. Et il me racontait le complexe d'Oedipe comme ça, tout craché. C'était justement parce que c'était trop clair pour lui qu'il en était malade. Et non pas parce que c'est la psychose. C'est pas ça le problème. Et c'est pour ça qu'il circule des bêtises absolument phénoménales dans le champ psychiatrique et psychanalytique. Il n'y aurait pas de complexe d'Oedipe dans la psychose. Bien, c'est la preuve que non. C'est une des premières choses que m'ont enseigné les 10 malades que j'ai rencontrés en hôpital psychiatrique. C'est vraiment chez tout le monde, ce truc-là. Alors qu'on raconte qu'il n'y ait pas d'Oedipe chez les 10 psychotiques, franchement, je m'en tape le cul par terre avec 1 kilo de farine sur la tête. Il se raconte des tas d'histoires tout à fait folles autour de ces 10 psychotiques et de ces 10 voix. Par exemple, j'ai entendu aussi
seuls les psychotiques ont accès à leur scène primitive. Je l'ai entendu dans un colloque. J'ai répondu aussitôt, oh, dans ce cas-là, je suis psychotique. Parce que moi, j'ai accès à ma scène primitive. Sous-entendu, je n'ai pas osé le faire entendre à la personne. Retournez un petit peu en analyse et vous le trouverez, votre scène primitive. Ça vous évitera de penser que c'est ceux qui ne sont pas comme vous, les dits psychotiques, mis à l'écart, mis dans une boîte à part, hein, pour se protéger justement contre ces trucs-là. La scène primitive, c'est quand même, c'est assez dingo, comme je le raconte, hein, se mettre à la place du père pour se concevoir soi-même dans la mère. Le même bonhomme d'origine algérienne dont je vous racontais qui disait que les voix lui disaient d'aller tuer son père et coucher avec sa mère, il me racontait aussi des choses sur ça, il le disait comme ça, qu'il était en train de niquer sa mère pour se concevoir lui-même. À l'époque, ça m'avait complètement sidéré. J'avais pas encore trouvé la scène primitive chez moi. Je l'avais jamais cherchée d'ailleurs, mais un jour je l'ai trouvée. Mes rêves m'ont permis de la trouver. Et donc, je vois pas la différence. Hein. Si ce n'est que le problème est beaucoup plus aigu chez certains qui, ne pouvant supporter ces représentations d'Oedipe ou de castration à l'intérieur, le projette à l'extérieur. Et c'est ça la bonne formule. C'était la formule de Freud. Ce que quelqu'un ne peut pas supporter à l'intérieur, il le projette à l'extérieur et ça revient sous forme d'hallucination venant de l'extérieur. La formule de Lacan, ce qui est forclos du symbolique revient dans le réel, cette formule ne marche pas. Parce que si c'est forclos du symbolique, oui, c'est forclos du symbolique, c'est-à-dire ça n'est pas à symboliser. Or, ce qui revient de ces hallucinations, ce sont des paroles, donc c'est parfaitement symbolisé. Ce sont des paroles qui signifient quelque chose. Va tuer ton père, va coucher avec ta mère, ça signifie quelque chose. Ce n'est pas forclos du symbolique. C'est au contraire la symbolique toute claire, toute crue du complexe d'Oedipe. Donc ça revient pas du réel, ça revient de la réalité. Par contre, il y a des gens qui m'ont parlé d'hallucinations qui, au niveau de l'image, étaient complètement floues, ils ne pouvaient pas les décrire. Et au point de vue du son, c'était des murmures, des chuchotements ou des cris, c'est-à-dire des choses qui, effectivement, n'étaient pas symbolisées. Ça revenait du réel. Mais dans mon rêve aussi, j'ai trouvé des choses pareilles. C'est-à-dire des borborigmes, des grognements, des cris, des chuchotements. Moi aussi, j'ai enregistré de ces choses-là quand je n'avais encore pas accès au langage. Et ça revenait, effectivement, ça revient dans mes rêves. Pour d'autres, ça revenait dans la réalité. Le réel revenait dans la réalité. Où l'on voit que cette distinction que Lacan a cherché à faire toute sa vie, toute sa vie, il a en fait continué à chercher à faire le psychiatre, c'est-à-dire trouver le critère qui allait distinguer la névrose de la psychose. Il l'a trouvé, forclusion du nom du père, ce qui est empêcher le fonctionnement de ce qu'il appelle la métaphore paternelle. La métaphore, ça veut dire employer un mot à la place d'un autre. Et fondamentalement, c'est employer un mot à la place de la chose. C'est ça que veut dire quand j'ai une représentation dans la tête, quand je représente ce divan dans ma tête, ce n'est pas le divan qui est dans ma tête, c'est la représentation. Donc c'est un début de métaphore. C'est une métaphore. Si la métaphore ne fonctionne pas, Freud avait la bonne formule, et il nous l'avait proposée, je la retiens, c'est prendre les mots pour des choses. C'est-à-dire que lorsque les mots ont la valeur matérielle quasiment de la chose. Et c'est pour ça que le type qui entendait va tuer ton père et coucher avec ta mère, pour lui ça avait valeur quasi de réalité, puisqu'il entendait la voix comme une sonorité, alors qu'il n'y avait pas de sonorité. Donc il prenait des mots dans sa tête, c'est-à-dire des représentations, pour des choses dans la réalité, c'est-à-dire une vibration de l'air qu'on appelle le son.
Mais prendre les mots pour les choses, ça arrive à tout le monde. Il suffit d'assister au moindre débat à la télévision ou dans les journaux pour s'apercevoir que quand quelqu'un est absolument convaincu d'une opinion, d'une croyance, d'une religion, pour lui, ça a valeur de chose. Hein. Et il vous le démontre des fois avec une violence, et certains, qu'on appelle des terroristes, n'hésitent pas à employer la violence pour démontrer que leur conviction est une chose. Hein. Ce n'est pas des mots, ce n'est pas du symbolique. Alors ça reste du symbolique, mais du symbolique réalisé, c'est-à-dire du symbolique qui a pris valeur de chose. Ça ne veut pas dire que c'était toujours pas dire que c'est la chose, c'est pris pour la chose, comme telle. Ce qui permet le vrai débat, c'est de se rendre compte justement que toutes les opinions qu'on profère, eh bien, elles ont leurs raisons, mais l'autre, il a aussi ses raisons de soutenir ce qu'il soutient. Hein. C'est pour ça que je suis un très mauvais débatteur, parce que effectivement, quand je suis en débat avec quelqu'un, j'ai toujours tendance à comprendre les raisons de l'autre. Mais c'est ça que j'appellerais la psychose, hein, prendre des mots pour des choses comme ça. Mais je dis la psychose, pas le psychotique. Parce qu'avec pratiquement tous les gens que j'ai discutés dans les hôpitaux, je peux dire qu'à des moments où dans un certain domaine, ils prenaient les mots pour des choses. Mais à d'autres moments, nous étions dans une conversation comme vous et moi, tranquillement. Où ils montraient bien qu'ils étaient dans le symbolique. C'est pas toute la personne qui s'effondre. Ça peut arriver que dans quelques cas très, 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 très rares. Hein. Mais même ces cas-là, c'est pas pour ça que moi, je ne les mets pas. Je ne les prends pas pour des sujets. C'est-à-dire que je m'intéresse à ce qu'ils souffrent, à ce qu'ils peuvent manifester, y compris des sujets qui ne parlent absolument pas et qui n'ont jamais parlé, avec lesquels j'ai travaillé, et dont je ne dirais même pas qu'ils sont hors symbolique. Hein. Quand l'un de ces dits autistes avec lesquels je travaillais passait ses journées autour d'une porte en la faisant claquer, il rentrait, il sortait, il rentrait, il sortait en faisant claquer la porte à chaque fois, ça indique bien qu'il cherchait la porte du symbolique. Il cherchait à symboliser entre le dedans et le dehors. Il n'y parvenait pas, mais il y passait la journée. Donc son sujet était là. Hein. Il n'était pas forclos du symbolique. Il était à la porte du symbolique. Et il faisait ce qu'il pouvait pour essayer d'y rentrer. Et de même, j'ai trouvé donc ce que j'ai appelé le réel dans mes rêves, ces borborigmes, ces images floues, ces objets indescriptibles, hein, dont je peux dire qu'ils sont forclos du symbolique, mais je préfère dire qu'ils sont simplement du réel. Effectivement, ils n'ont pas trouvé de mots pour pouvoir être décrits. Tout cela indique à quel point il est, à mon sens, erroné de faire deux structures, hein, la psychose et la névrose. Non. Encore moins trois avec la perversion, parce que tout le monde est pervers. Hein. Le désir pour sa mère ou pour sa fille, c'est pervers. On peut l'appeler comme ça, mais dès qu'on dit pervers, il y a une connotation méchanceté. Il y a une connotation dégueulasse. Il y a une connotation morale. Hein. Et aussi une connotation morale dans le fait de distinguer névrose et psychose. Hein. C'est toujours le même surmoi qui cherche à se protéger contre ses propres désirs dits dégueulasses. Je préfère dire ça que dire pervers. Parce que dès qu'on fait un diagnostic de pervers, c'est forcément l'autre, de toute façon. Et le psychotique, c'est aussi l'autre, de toute façon. Donc c'est toujours le diagnostic, une façon, avec le savoir diagnostique, de se protéger de l'autre, de refuser de le considérer comme sujet. Le sujet, ça vous entame. Vous êtes engagé dans un rapport avec le sujet. Donc, premier point, la question du diagnostic ne concerne pas la psychanalyse. Je reçois des sujets, point barre. Et ils sont tous différents. Même si à travers ces différences,
je retrouve le complexe d'Oedipe, la scène primitive et la castration. Mais chez tout le monde. Donc c'est vraiment du sujet humain dont il est question, et après c'est les modalités de son histoire dont il est question, essentiellement. Jamais de sa structure qui serait psychose ou névrose ou ce que vous voulez. J'ai oublié de dire à quel point il y a aussi dans hystérie du péjoratif, hein, qui n'a pas entendu oh là là, cette hystérique, cette femme-là, en général c'est une femme, hein, et l'obsessionnel c'est un mec, oh le mec il est obsédé, bon, enfin, bon. Et de même, quand on voit quelqu'un qui est un peu colérique et qui est susceptible, qui prend la mouche facilement, on dit quel parano celui-là. Bon, vous voyez, le glissement, le diagnostic psychiatrique a toujours servi d'injure. Je l'ai peut-être dit, je le rappelle, les mots débile, imbécile, idiot, qui sont des insultes aujourd'hui, étaient des diagnostics psychiatriques au XIXe siècle et au début du XXe. Et d'ailleurs, il y a toujours eu ce déplacement, hein, quand on s'est aperçu que idiot et imbécile, qui étaient donc des diagnostics psychiatriques, servaient d'injures, on les a abandonnés au profit de débiles moyens, débiles légers, débiles profonds. Et puis les gens se sont mis à se traiter de débiles. Aujourd'hui, on parle d'autistes, et on a vu à quel point, dans une émission de radio, lorsque quelqu'un a traité un autre d'autiste, dans un débat politique, ça a fait scandale, parce que c'était mettre le mot autiste au niveau d'une injure. Alors on peut bien s'en scandaliser, le phénomène est là. Il est tout le temps là. Alors soit pervers, alors là, comme insulte, il n'y a pas mieux non plus. Donc le diagnostic, à la fois c'est à travers le savoir, à la fois c'est se protéger, et c'est une injure. C'est une injure faite à l'autre. Au sens quasi latin du terme, injuria, c'est-à-dire dans les jurons, mais aussi dans la justice. Je ne suis pas sûr de mon étymologie là, mais bon, pas grave. Je suis mon fil d'idée. Donc le diagnostic, comme l'injure, est fait pour éloigner l'autre, pour détruire l'autre. Certains me diront, mais non, le diagnostic c'est au contraire pour mieux soigner l'autre. Et j'ai connu des amis psychologues qui étaient ravis de faire passer des tests parce qu'ils disaient, ça va aider le psychiatre à faire son diagnostic, donc à ajuster son traitement. À cela, moi, je rapporte toute mon expérience en hôpital psychiatrique. Lorsque j'ai commencé à travailler à cet hôpital de Lorquin, en Moselle, j'étais zélé, puisque le mot zèle me convient bien, Moselle, département français. Hein. En commençant mon travail, j'ai commencé par lire à fond tous les dossiers de tous les malades qui étaient dans le service où je venais d'être embauché. Il y avait des dossiers épais comme ça, sur 30 ans. Eh bien, j'ai été complètement surpris de me rendre compte que tous ces gens-là, tous, étaient passés par pratiquement tous les diagnostics possibles et imaginables. Ça devrait donner à réfléchir. Mais je ne sais pas si un quelconque psychiatre avait eu l'idée de faire ça un jour. Alors le problème, c'est qu'à l'époque, j'ai dû réagir comme le psychiatre ou le psychologue de base, puisque c'est ce que j'étais, le psychologue de base. Je me suis dit, oui, mais alors, quel est le bon diagnostic ? À travers tous les gens qui se sont trompés, quel est celui qui ne s'est pas trompé ? À travers toute cette histoire, l'histoire d'une personne à travers son dossier, on pourrait lire plutôt l'histoire des psychiatres, chaque psychiatre se disant « moi je vais être plus malin que le précédent, je vais trouver le bon diagnostic ». Le problème, c'est que le suivant faisait la même réflexion et trouvait le bon diagnostic qui n'était pas le même. C'est quand même confondant. Sans compter que les diagnostics évoluent avec le temps. J'ai commencé ma carrière en m'occupant de gens qu'on appelait arriérés profonds. Je pense qu'il n'y a plus un seul arriéré profond dans aucun hôpital maintenant. Ça sera tous des autistes.
Bon, ou je ne sais encore quel syndrome, parce que pour ce qui est de trouver de nouveaux syndromes, les psychiatres sont très très forts. Euh, Chacun ayant envie, euh, comme les découvreurs d'insectes, que leur nouveau syndrome porte leur nom, hein, comme le syndrome de Sérieux et Capgras par exemple. Hein, Lacan aussi, en inventant la psychose d'autopunition, la paranoïa d'autopunition, le cas aimé, il pensait avoir trouvé une nouvelle forme de paranoïa à laquelle il espérait que son nom resterait attaché. C'est ça, c'est du narcissisme aussi que d'inventer de nouvelles catégories psychiatriques. Euh, c'est toujours pareil, vouloir se montrer plus malin que les autres. Alors qu'encore une fois, c'est pas du tout de ça qu'il s'agit, mais même s'il s'agissait de ça, si la science n'était pas encore assez avancée, acceptons-en l'hypothèse pour quelques minutes, hein, mais une telle divergence dans les diagnostics devrait amener à réfléchir. Combien de fois j'ai participé à des réunions à l'hôpital avec toute l'équipe, les psychiatres, les internes, les psychologues, les infirmiers, et le débat étant, mais un tel, je vous dis qu'il est psychotique, et l'autre disant, mais non, je vous dis que c'est une hystérique, ou un obsessionnel, ou encore, ah, et alors là on en arrive, c'est un état limite. Et alors là on en arrive effectivement, les grandes inventions des psychiatres qui se veulent plus malins que les autres, certains d'entre eux sont psychanalystes, hein, qui consistent à dire on a du mal à diagnostiquer, des fois c'est tellement flou, ça peut être à la fois névrose ou psychose. Et bien voilà des gens qui se mettent à inventer de nouvelles catégories pour mettre tous les gens qu'on ne peut pas mettre dans les catégories. Hein. Euh, D'ailleurs, ça se trouve dans les catégories officielles qu'on nous fait remplir à l'hôpital psychiatrique. Il y a une catégorie, je ne sais plus quel numéro, qui est la catégorie des gens qu'on ne peut pas mettre dans une catégorie. Euh, mais on a inventé des catégories pour ça, parce qu'il fallait sortir de ce flou quand même. Donc Malval, par exemple, invente la psychose hystérique. C'est à la fois psychose et névrose. Et il donne des exemples, hein, il trouve toutes les vignettes cliniques qu'il veut. À l'époque où il avait sorti ses bouquins, que j'ai lus avec passion, j'ai trouvé que ça pouvait résoudre le problème. En effet, à chaque fois que je ne comprenais pas, que je ne savais pas moi-même diagnostiquer, c'était sans doute une psychose hystérique. Oui, mais il y a aussi les états limites de Bergeret, qui sont états limites entre la névrose et la psychose. Hein. Et beaucoup de gens n'hésitent pas à se dire, moi je suis état limite. D'ailleurs, les gens n'hésitent pas non plus à se qualifier d'hystérique, de psychotique, de tout ce que vous voudrez. Ça leur plaît bien de se repérer dans une étiquette. Quand le sujet a du mal avec son identité, il trouve toujours secours à être identifié à des autres. Hein. C'est vrai quand on rentre dans un parti, dans une école, dans une religion, dans un diagnostic, c'est du même ordre. Se retrouver dans une collectivité, ça aide un sujet qui a du mal à se définir comme sujet lui-même, avec son nom et son prénom et son histoire. Donc la psychose hystérique de Malval, les états limites de Bergeret, et voilà Miller qui nous invente la psychose ordinaire. Alors la psychose ordinaire, c'est ces gens qui sont comme vous et moi, mais dont le psychanalyste, parce que Miller est psychanalyste, lui il sait, diagnostique à travers le savoir, il sait que cette personne, c'est une psychotique ou un psychotique qui s'ignore. Ça, je trouve ça particulièrement malhonnête, hein, et hors de propos quant à la psychanalyse. Hein. On ne sait jamais pour un sujet de quoi l'avenir sera fait. Hein. Et ça amène à cette crainte de ce qu'ils appellent la décompensation. Autant les psychiatres, les infirmiers, les psychologues, les psychanalystes, ils ont tous peur de ça. C'est-à-dire que quelqu'un déclenche un délire. Quelqu'un déclenche un délire, c'est ça qu'on appelle décompensation. Parce que, bien entendu, le mot dit aussi ce dont il s'agit. Hein. Décompensation, c'est-à-dire que c'était compensé avant. Compensé. C'était donc une psychose qui était là depuis le départ, mais qui était compensée. Ou par un symptôme. Chez les lacaniens, c'est comme ça qu'ils le considèrent. Il y avait
un quelque chose qui permettait à la personne de tenir, c'est-à-dire d'avoir les apparences d'une névrose, alors qu'en fait c'est une psychose qui risque de décompenser. Alors à cause de ça, on prend plein de précautions, on va doucement, on fait gaffe, donc on ne se comporte pas en sujet, on se comporte en objet de savoir qui sait sur un autre objet qui fait l'objet de son savoir. Hein. Et on a une grille de lecture de tout ce qu'il dit, de tout ce qu'il fait, en fonction de cette psychose hystérique, état limite, psychose ordinaire. Il y a encore un autre auteur qui a inventé la psychose blanche. Ça en fait beaucoup. Tout ça pour dire que finalement, au niveau du diagnostic, on a bien du mal. Hein, et que des fois, sous une névrose, il y a une psychose, blabla. Bon, alors, mais qu'est-ce qu'on s'en fout? Écoutons-nous d'écouter le sujet, tout simplement. Ça nous évitera de perdre notre temps et notre énergie à fabriquer et à justifier après dans des ouvrages grands comme ça euh, la nouvelle catégorie et le bon diagnostic. Derrière tout ça, moi je sens cette, la main du surmoi qui cherche à travers une morale, eux ils disent une éthique, à protéger le sujet de ces objets que sont les malades ou les patients, hein, que moi je n'appelle ni malades ni patients, j'appelle analysants. Hein. Je leur fais confiance, je leur confie ce travail de s'analyser eux-mêmes, sachant que je suis là pour les y aider, pas pour faire l'analyse à leur place. Et pour ça, je n'ai pas besoin de diagnostic. C'est donc pour ça que j'ai pas hésité quand j'étais en hôpital à travailler avec des gens qui n'avaient aucune parole. Hein. Chez certains psychanalystes, sachant que la parole, c'est l'outil fondamental du psychanalyste, travailler avec des gens qui ne parlaient pas, ça pouvait ne pas avoir de sens. Pourtant, pour moi, ça en avait. Pour moi, ces gens-là étaient des sujets comme les autres. Et ils avaient des parents, ils étaient des enfants qui avaient grandi, qui étaient des adultes, mais qui avaient toujours des parents. Ça, c'est quelque chose qui existe chez tout le monde. Donc ce sont des sujets comme tout le monde, même s'ils ont de grandes difficultés au point d'en arriver à ne pas parler, à ne pas être continent, à faire pipi caca partout, à manger salement comme des bébés, alors qu'ils sont adultes. Ce sont des choses qui arrivent. Et c'est ce qui m'a permis, je veux dire, cette non-classification, c'est ce qui m'a permis de m'en occuper avec autant d'affection, je dirais, j'hésite pas à le dire, que n'importe quel autre sujet qui me parle. C'était difficile, ça c'est sûr. Hein. C'était pas forcément de gaieté de cœur que j'y allais, surtout quand il faisait caca en ma présence, par exemple. N'empêche, je considérais ce caca comme une parole, puisqu'ils n'étaient pas capables de foutre autre chose. Et donc je nettoyais, je changeais, j'en faisais quelque chose. Et je mettais, moi, des paroles dessus. Comme un sujet ferait avec un autre sujet, sans avoir besoin d'avoir recours à infirmier, s'il vous plaît, venez vous occuper de... Voilà. Vous remarquerez que cette morale rencontre ce que j'ai déjà dénoncé dans les vidéos précédentes, à savoir ce propos autour de la jouissance. Dans les milieux lacaniens, la jouissance est nocive, la jouissance c'est pas bien moralement. Hein. Vous jouissez de votre symptôme. Hein. Si vous êtes malade, c'est de votre faute. Ça va avec, hein, cette façon de se protéger comme analyste et de renvoyer toute la responsabilité sur l'autre. Qu'on renvoie la responsabilité, c'est une chose, mais au sens de qui peut répondre, qui a la parole sur ce qui lui arrive, et non pas qui est coupable. Hein. Et même le mot responsable est trop souvent connoté de culpabilité. C'est pour ça qu'après tout, il faut peut-être bien l'éviter, à moins de préciser, comme je viens de le faire, dans responsable, il faut entendre réponse, celui qui peut répondre. Et à qui on confie la réponse, justement.
cette histoire de jouissance, derrière, c'est la jouissance de la mer qui est entendue, évidemment. Entendue d'une manière générale, la jouissance de l'objet. La jouissance de la mer, c'est le complexe d'Oedipe. La jouissance de l'objet, c'est prendre les mots pour des choses. Ce que j'ai discuté tout à l'heure. Mais quand on emploie le mot jouissance, et surtout dans ce contexte lacanien, c'est devenu une connotation morale qui va dans le sens du tant que vous êtes dans le complexe d'Oedipe, vous n'êtes pas normal. Ça va dans le sens de ce que disait Freud, il y a une dissolution du complexe d'Oedipe. Donc, moi, 40 ans de carrière, je reviens à ce que j'ai dit au début, m'ont amené à nier tout simplement cette formule, il n'y a pas de dissolution du complexe d'Oedipe. Par conséquent, la jouissance de la mère, on veut toujours l'avoir, ou la jouissance de la fille, ou du fils, ou du père, enfin c'est selon dans quelle situation on se pose, mais enfin bref, ces trucs qu'on considère comme dégueulasses font partie de la psyché humaine, de la structure humaine. Et il n'y a pas la structure de ceux qui sont dedans et de ceux qui en sont sortis, et qui ont un beau surmoi bien propre qu'on peut connoter moral et encore mieux éthique, de façon à se dédouaner à partir du jour où on a décidé qu'on était passé de l'autre côté, peut-être grâce à la passe, il faudra que je vous en parle un jour, d'être du côté des happy few qui sont normaux, tandis que les autres ne le seraient pas. Il y a un discours de Lacan qui est très intéressant, c'est dans la fin de l'identification, où il dit la psychose c'est la normalité parce que, j'ai oublié, l'hystérie c'est la normalité parce que, j'ai oublié, le pervers c'est la normalité parce que, bon, à chaque fois il donne une modalité. J'ai oublié les modalités parce que finalement je m'en fous. Parce que je me fous de ces mots-là. Hystérie, psychose, névrose, perversion. Mais dans ce propos était sympathique, ce propos de Lacan est sympathique, je l'ai cité tout au long de ma carrière, parce qu'il remet la normalité partout. Mais je pense qu'il a fait qu'un bout du chemin. La normalité est partout, donc il n'y a pas de psychose, névrose et de perversion. Il y a des modalités, et ces modalités sont particulières à chacun. On ne peut même pas dire que telle psychose ressemble à telle autre. C'est vraiment dans la modalité de chacun. Comme j'ai eu l'occasion de l'esquisser, il y a des gens qui entendront la voix plutôt du ça, comme le gars qui entend « va tuer ton père, coucher avec ta mère », et d'autres qui entendent surtout la voix du surmoi. T'es un salopard, tu fais pas bien, il faut que tu ailles mieux, etc. etc. Donc, et souvent, d'ailleurs, ça se mélange. Chez la même personne, il entend les voix qui lui disent à la fois ce que le ça lui ordonne et en même temps ce que le surmoi voudrait le voir empêcher de faire. Donc c'est ça qu'il faut entendre. Cette question de comment ça s'est mis en place dans l'histoire du sujet, comment il a été amené à rejeter ces représentations à l'extérieur de lui-même. Et savoir que c'est de la psychose ou de la névrose, franchement, on s'en fout. Ce n'est pas notre préoccupation. La psychanalyse n'est ni la médecine, pas de diagnostic, ni une religion, pas de croyance, ni diagnostic, ni une religion, c'est-à-dire pas de croyance. On est dans, je préfère dire la science, tout simplement, même si la nature de la science, c'est d'exclure le sujet, et que la nature de la psychanalyse, c'est au contraire de redonner toute sa place au sujet. Mais il est encore plus scientifique de redonner sa place au sujet, parce qu'on est dans le sujet. Alors que mettre le sujet à la place d'un objet, c'est louper son objet, puisque cet objet est un sujet.